Le Togo dans la perspective de la présidentielle de 2015. Les 9 membres de la Cour constitutionnelle ont prêté serment ce vendredi devant le président de la République. Plus de 2600 morts, c'est le bilan établi par l'OMS à propos des ravages du virus Ebola en Afrique de l'Ouest. L'ONU va dépêcher une mission spéciale dans les pays contaminés afin d'endiguer l'avancée de l'épidémie. La pièce sacrée chez les Guins est blanche cette année, symbole de paix et d'une moisson abondante. Bonsoir, bienvenue pour cette édition. D'abord, ce message du chef de l'État. D'abord, le premier adressé à son Excellence, Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali en ces termes. Monsieur le Président et chers frères, la commémoration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple togolais, de son gouvernement et à mon nom personnel, nos très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais, en cette circonstance solennelle, me réjouir de la qualité des relations d'amitié, de coopération et de solidarité qui existent entre nos deux pays et émettre le vif souhait de les voir se consolider et se diversifier davantage pour le bonheur de nos populations respectives. Je demeure par ailleurs persuadé que les efforts inlassables que vous ne cessez de déployer et les discussions en cours entre l'ensemble de la classe politique malienne permettront de renforcer la paix et la stabilité non seulement dans votre pays, mais également dans la sous-région pour une meilleure intégration et un développement harmonieux de nos États. En vous renouvelant mes vœux ardents de santé et de bonheur pour vous-même et pour votre famille, ainsi que ceux de paix et de concorde nationale pour le peuple malien, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances de ma très haute considération. Le second message est adressé à son Excellence Madame Marie-Louise Colero Preca, présidente de la République de Malte, en ces termes. Madame la Présidente, au moment où le peuple maltais s'apprête à commémorer sa fête nationale, il m'est particulièrement agréable de vous adresser, au nom du peuple togolais, de son gouvernement et à mon nom personnel, nos très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais, en cette occasion solennelle, me réjouir de la qualité des relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays et exprimer le vif souhait de les voir se consolider et se diversifier davantage pour le bonheur de nos populations respectives. En vous renouvelant mes vœux ardents de santé et de bonheur pour vous-même et pour votre famille, ainsi que ceux de paix et de prospérité pour le peuple maltais, je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, les assurances de ma très haute considération. Le compte à rebours a commencé pour la présidentielle de 2015 avec l'installation officielle de la Cour constitutionnelle. C'est la plus haute juridiction de pays en matière de constitutionnalité des lois. La cérémonie s'est déroulée ce matin à la présidence de la République. Tout a commencé avec l'arrivée du chef de l'État peu après 10 heures, salué par des honneurs militaires. Voilà, on en vient maintenant à la cérémonie proprement dite. Les 9 membres de la Cour, la main droite levée, ont juré de proclamer en toute équité et transparence les résultats des prochaines élections. Cette prestation de serment requiert donc l'onction du président de la République, premier magistrat du pays, avant leur prise de fonction. Le film de la cérémonie avec Essoram Teuteu. Je vais ouvrir la séance et demander au greffier en chef de nous donner lecture des articles 100 et 101 de la Constitution, des procès-verbaux d'élection des membres de la Cour constitutionnelle par l'Assemblée nationale, du décret portant désignation par le chef de l'État des membres de la Cour constitutionnelle et du décret portant nomination du président de la Cour constitutionnelle. Au podium aménagé pour la circonstance, le président de la République, Faure Essozom-Nanya Singbe, premier magistrat du Togo. C'est devant lui que les 9 membres de la Cour constitutionnelle, haute juridiction du pays, ont prêté serment, et ce, conformément aux dispositions de la loi organique du 1er mars 2004, dont les articles 2 et 3 relatifs au sujet ont été rappelés au public. Article 2. Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés ou élus conformément aux dispositions de l'article 100 de la Constitution. Article 3.
Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment au cours d'une cérémonie solennelle d'installation devant le président de la République en présence du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat. Liste nominative par ordre alphabétique des récipiendaires. Mesdames et Messieurs, Abdou Assouma, Mamansani Abdou Salami, Kofi Ahadji Nounon, Kwame Amadou Sidjoko, Amenga Yao Adeboli Gassou 4, Ablanvi Mewa Hweto, Mipab Nam Tchougli, Ariba Polo, Kofi Tagwe. Parmi les 9 membres, 6 ont été élus par l'Assemblée nationale et 3 nommés par le président de la République. À l'instar du professeur Kofi Ahadji Nounon, qui fait ses premiers pas dans cette institution, tous ont déjà prononcé la formule sacrée de prestation de serment. Une formule qui, en même temps qu'elle les engage, resserre les liens entre les membres. Je jure de bien et fidèlement accomplir mes fonctions en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des votes et des délibérations, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle. J'ai dit. Je vous donne acte de votre serment. Je jure. 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 Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Madame, Messieurs les juges, je vous donne acte de votre serment et vous renvoie dans l'exercice de vos fonctions et dit que de tout, il sera adressé procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit. Le président de la République, à la suite de cette prestation de serment, a renvoyé les 9 membres de la Cour constitutionnelle à leur mission. La plus en vue et qui avance à grands pas est l'élection présidentielle de 2015. Le président de cette Cour, Abdou Assouma, est d'ores et déjà rassuré de la bonne prestation de l'équipe eu égard à l'expertise des récipiendaires. Ça fait plaisir d'être nommé, ça fait plaisir d'être élu et surtout ça fait plaisir d'être reconduit. Ça fait tellement plaisir que les mots me manquent pour exprimer notre gratitude au chef de l'État. C'est la continuité dans la sérénité, c'est la continuité dans la rigueur de la loi telle que nous l'avons exprimée tout à l'heure dans notre serment. Et ceci dans l'intérêt supérieur de notre nation. Rigueur, responsabilité et respect de la loi, voilà ce qu'attendent les Togolais des magistrats de cette haute cour. Une cour appelée à trancher entre autres les litiges électoraux tout en faisant montre de la probité morale qui a motivé l'élection et la nomination de ses membres. Dans ses prérogatives, la Cour constitutionnelle assure la conformité des lois avec la Constitution du pays. Elle garantit l'effectivité des consultations électorales et référendaires, le fonctionnement des institutions de l'État, les activités des pouvoirs publics. Elle assure surtout la lourde charge d'arbitrer d'éventuels recours qui surgiraient des différents rendez-vous électoraux. Nous allons en savoir plus avec ces explications d'Arnold Kiliou. La Cour constitutionnelle, composée de 9 membres, est dirigée par un président nommé par le président de la République, c'est ce que stipule l'article 101 de la Constitution. Cette juridiction indépendante des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires joue le rôle de gardien de la Constitution, de régulation du fonctionnement des institutions. La première mission, c'est le contrôle de constitutionnalité des lois, c'est-à-dire qu'elle s'assure que les lois qui sont votées par l'Assemblée nationale sont conformes à la Constitution. Vous savez qu'il y a 3 types de lois, les lois organiques, les lois ordinaires, et que ces lois et les lois de finances, que toutes ces lois sont conformes à la Constitution. La Constitution prévoit les mécanismes de saisine de la Cour constitutionnelle pour ce contrôle de constitutionnalité. La deuxième mission consiste à la régulation du fonctionnement des institutions.
Et la troisième mission, qui est en général la plus connue, c'est la mission qu'elle a de juger les résultats des élections. L'appréciation de la régulation des opérations électorales, notamment le scrutin législatif, présidentiel et référendaire, relève de la compétence de la Cour constitutionnelle. C'est devant elle que les contestations, les réclamations relatives aux dites élections sont portées. C'est également elle, après examen des points de litige, programme les résultats définitifs. En période électorale, la Cour en général est à la fois en amont du processus parce qu'elle reçoit les candidatures, donc juge d'abord de l'éligibilité des candidats. Elle reçoit toutes les contestations qui sont liées aux candidatures des différents candidats. Elle reçoit également et juge des mécanismes d'organisation même des élections, de la transparence, de la crédibilité des élections. Puis, en aval, c'est elle qui reçoit les résultats des élections tels qu'ils sont proclamés, tels qu'ils sont recensés dans les différents bureaux de vote, transmis par les procédures habituelles, et c'est elle qui proclame le résultat final de l'élection législative et de l'élection présidentielle. Donc la Cour constitutionnelle du Togo joue un rôle fondamental dans l'équilibre de nos structures, dans la crédibilité de nos institutions et dans leur consolidation, dans la consolidation de l'état de droit. La Cour constitutionnelle participe également à une pléthore d'activités non juridictionnelles qui touchent la vie de la nation. Avant de prendre fonction, les 9 membres jurent de bien et fidèlement accomplir leur mission en toute impartialité dans le respect de la Constitution. Surtout, à ne prendre aucune position publique sur les questions qui sont traitées par la Cour. Et ni les délibérations des votes ne peuvent être trahies par ses membres, ni donner un sens critique aux décisions de la Cour, puisque vous savez que la Cour, une fois qu'elle s'est réunie, qu'elle a délibéré, ce sont les décisions de la Cour et non les décisions individuelles des membres de la Cour. Donc c'est une instance qui siège de façon collégiale. Et le serment a pour but de resserrer ses rangs de façon que ce soit l'institution qui est la Cour constitutionnelle qui s'exprime et non l'individualité des membres de la Cour qui s'exprime à travers cela. La compétence de la Cour trouve sa source dans la Constitution et la loi organique de son fonctionnement. C'est donc le constituant et le législateur qui ont déterminé le champ d'action de la Cour. Il est donc clair que si les juges de la Cour peuvent élargir leurs compétences par le jeu de l'interprétation de la Constitution et des différentes lois, ils n'ont pas la latitude de définir initialement leurs compétences. La Cour constitutionnelle pour des élections crédibles, le Haut Conseil pour la mer, comme une réponse appropriée aux dangers qui menacent les côtes togolaises. Le golfe de Guinée est confronté ces derniers temps à une insécurité grandissante. Hier, le chef de l'État a battu le rappel de tous les acteurs concernés par cette question stratégique, vitale, et pour l'économie et pour la stabilité du pays. Des mesures adéquates sont prises pour garantir la sûreté et la sécurité au large des eaux togolaises. Le rappel avec Joseph Améga. Cette première réunion du Haut Conseil pour la mer traduit la détermination et l'engagement du président de la République à relever les défis sécuritaires dans une démarche dynamique et constructive. La réunion visait l'implication de toutes les structures concernées par l'action de l'État en mer dans la mise en place des structures et le fonctionnement de la nouvelle organisation et les échanges sur les grands défis actuels du secteur maritime au Togo. Le chef de l'État, dans son mot introductif de la réunion, a déclaré que la meilleure façon de rendre les côtes togolaises plus sûres, au-delà de la qualité attractive de notre port, qui est le seul en eau profonde de la sous-région, est de veiller à sa sécurité et sa protection pour une réaction rapide aux agressions de pirates et autres actes illicites perpétrés par des réseaux de criminels contre les navires en mer, de maîtriser tout risque lié à la pollution de nos eaux par des hydrocarbures et autres sources polluantes en cas d'accident ou de sinistre en mer. Et pour le président de la République, Faure Gnassingbé, le pari de la lutte contre les actes illicites et les violences en mer ne peut être gagné que dans la convergence des choix stratégiques, une amélioration de la gouvernance maritime et la recherche de financement adéquat. Cette démarche est saluée par les partenaires au développement engagés à contribuer à cette lutte. Le communiqué final qui a sanctionné la réunion du Haut Conseil pour la mer a fait ressortir la nécessité pour les différents acteurs du monde maritime à accompagner cette nouvelle vision. Le chef de l'État
Après avoir cité les engagements sous-régionaux et internationaux visant à maîtriser le fléau de la piraterie maritime, en particulier dans les eaux du golfe de Guinée, a invité les acteurs du monde maritime à adhérer dans la même vision à la nouvelle organisation qui est un instrument de stabilité, de développement du secteur maritime au Togo et de lutte contre les actes illégaux en mer. Ceci ne devrait se réaliser que dans la convergence des choix stratégiques par une harmonisation des législations nationales en matière de piraterie et autres infractions en mer, l'amélioration des moyens de surveillance maritime, l'inscription des nouvelles initiatives dans le cadre sous-régional et global, l'amélioration de la gouvernance maritime par le respect des principes et standards universels applicables au secteur et la recherche de financements adéquats pour soutenir l'appui budgétaire initié par l'État. Le président de la République, Son Excellence, M. Faure Essozom Nanya Singbe, remercie les partenaires, la France, les États-Unis, l'UEMOA, la CEAC, l'Union européenne, la Chine, le PNUD, les pays et institutions internationales, les pays côtiers du Golfe de Guinée et tous les autres partenaires du monde maritime pour leur contribution à cette lutte. La réunion du Haut Conseil pour la mer a relevé que le pavillon togolais devra avoir une stratégie de promotion de l'emploi des jeunes au métier de la mer en s'impliquant activement dans la création de centres de formation des gens de la mer, de la logistique et des transports. La maîtrise de la flotte de commerce est donc nécessaire pour la satisfaction des besoins de transport maritime du Togo en vue de garantir la sécurité des navires et la navigation et un attrait plus intense du port autonome de Lomé. Des dispositions se prennent également au plan continental et régional avec l'appui des partenaires internationaux pour venir à bout des pirates qui opèrent au large du golfe de Guinée. Au plan local, le Togo s'active aussi de son côté à rendre ses eaux plus sûres. Des efforts sont déployés en ce sens, comme le renforcement et le renouvellement de la flotte. Adolphe Paka. Le phénomène ne cesse de défrayer la chronique depuis plus de 2 ans, la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Ça consiste à prendre en otage un navire, un pétrolier, pour l'amener dans des eaux ou dans des eaux internationales, c'est-à-dire loin des compétences des pays côtiers, pour obliger ce navire à déverser sa cargaison de gasoil, sa cargaison de pétrole dans un autre navire qui disparaît dans la nature. Face à cette menace qui plane sur plusieurs pays côtiers, les autorités togolaises ont d'urgence développé une vision dans la gestion de l'espace maritime togolais long d'environ 60 km. Dès que ce phénomène a commencé par se faire sentir, le chef de l'État a pris des mesures très importantes. La Marine nationale avait 2 patrouilleurs. Il y a un qui carrément a fait son temps plus d'une trentaine d'années. Le chef de l'État a mis les moyens à la disposition de la Marine en achetant 2 nouveaux patrouilleurs, les 2 patrouilleurs de nouvelle génération, qui sont actuellement dans les eaux des eaux togolaises. Nous avons aussi une brigade maritime, une brigade de gendarmerie avec des vedettes rapides qui patrouillent dans nos eaux territoriales. Aujourd'hui, cette brigade maritime togolaise dispose de 3 vedettes rapides et de 2 patrouilleurs ultramodernes capables de répondre de façon idoine en cas d'attaque. En juillet 2013, par exemple, elle a repoussé une attaque sur le tanker Océan Centurion en direction du Nigeria, navire qu'elle a sécurisé et escorté jusqu'à la côte togolaise. Mais tout ceci ne peut se faire sans la législation en vigueur. Ainsi, le gouvernement togolais est allé plus loin en prenant en avril 2014 un décret créant une structure nationale chargée de l'action de l'État en mer. Au sein de cet organisme, il y a trois subdivisions importantes. Vous avez le Haut Conseil pour la mer. Vous avez le préfecture maritime, voilà, ça va être l'organe qui va coordonner
l'action de toutes les administrations qui interviennent dans nos autres territoires, qui interviennent dans l'action de l'État en mer. La troisième commande, c'est le Conseil pour la mer. Résultat de toutes ces actions, l'espace maritime togolais est réputé être l'un des plus sécurisés de la sous-région, la preuve qu'il attire une chaîne de navires qui chaque jour mouillent dans les eaux du port autonome de Lomé. On s'intéresse maintenant à l'économie maritime. Ici entrent en jeu beaucoup de facteurs, activités, emplois et services. Qu'est-ce que l'économie maritime? Que peut-on en dire à propos du Togo? Isidore Koubatine. Le Togo, avec ses 60 km de façade maritime, voit son économie s'accroître en raison des richesses qui s'y trouvent, surtout dans le transport maritime. Pour garantir cette croissance, le Togo est appelé à protéger son patrimoine marin, améliorer le niveau de sûreté et de sécurité de l'espace maritime et surtout développer ce que nous appelons l'économie maritime. L'économie maritime, c'est une discipline qui consiste à étudier toutes les activités à rentabilité économique et liées à la mer. Okay? Donc ça veut dire que vous avez tous les aspects socio-économiques liés à la mer, tous les enjeux environnementaux liés à la mer et vous avez tous les enjeux sécuritaires liés à la mer. Donc les ressources que contient la mer doivent être exploitées de manière rationnelle à ce que ça puisse profiter à l'ensemble des populations. Avec cette approche, le Togo va exploiter de manière durable les richesses en ressources biologiques, minérales et énergétiques, des atouts majeurs pour l'économie nationale. Aujourd'hui, tous les pays aspirent à l'émergence. Tous les pays de l'Afrique, c'est de pouvoir faire la transformation structurelle de notre économie. C'est-à-dire, c'est de pouvoir faire la transformation structurelle de nos sociétés. Donc, cela suppose que nous devons, dans un premier temps, nous baser sur les ressources propres de nos économies, en l'occurrence le port autonome de Lomé, l'agriculture, les ressources minières, tout ça, pour que toutes ces ressources puissent profiter réellement à la population. Donc cela suppose un fort développement du travail et un fort développement du capital. Au-delà de ces performances, se dégagent également des enjeux de taille pour une croissance durable au Togo. Les enjeux sont tels qu'il faut pouvoir non seulement renforcer les activités qui s'y déroulent aujourd'hui et après intensifier ces activités à partir des innovations des infrastructures qui sont mises en place, en l'occurrence la construction du nouveau quai. Vous voyez? Donc un autre enjeu aussi qui est très important, c'est l'enjeu au niveau de l'environnement. Vous avez toute la pêche artisanale et industrielle n'est pas réglementée, ce qui cause la disparition de la faune en mer. Okay. Et un deuxième point aussi sur l'environnement, c'est que le Togo perd de 6 à 8 mètres de côte par an. Donc il faut pouvoir trouver les mécanismes adéquats pour que nous puissions réduire cette érosion côtière. Donc voilà l'un des enjeux environnementaux les plus importants. Aussi, il y a l'enjeu sécuritaire, parce que vous allez voir que si nous investissons beaucoup et qu'après nous sommes envahis par les pirates, vous allez voir que ça sera un investissement à blanc. C'est pour cela que aujourd'hui, il est important pour le Togo de pouvoir se doter des institutions capables de pouvoir faire de ce levier un levier de croissance, mais une croissance durable. Sur cette lancée, le gouvernement togolais veut révolutionner le secteur maritime avec la mobilisation des ressources pour permettre un développement durable à l'horizon 2030. Les cadres régionaux et centraux du ministère de l'Action sociale et de la promotion de la femme et de l'alphabétisation pourront désormais mieux maîtriser le mécanisme de suivi et évaluation pour l'équité afin d'élaborer leur budget programme pour être en conformité avec les directives de l'UEMOA. Ils suivent donc une formation technique afin de mieux cerner ce module. Carmen Madjé, Akapo. L'existence des instruments et mécanismes opérationnels de promotion et de l'équité genre, ainsi que la protection des groupes spécifiques vulnérables, nécessite des compétences nationales. Le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation veut mettre en place un cadre intégré de suivi et évaluation d'un système intégré d'information. Les cadres centraux et régionaux du ministère sont donc en formation pour mieux maîtriser le mécanisme de suivi et évaluation pour l'équité et l'égalité de genre afin de rendre compte de façon périodique des résultats de leurs actions sur le terrain. Nous appuyons cette formation
pour aider le ministère à disposer d'une base de données et à mettre en place un cadre de suivi, un mécanisme de suivi et évaluation de ces activités, de ces politiques et programmes de développement. L'approche de gestion axée sur les résultats, recommandée par l'UEMOA et les partenaires techniques et financiers, nécessite la disponibilité des ressources humaines. Pour la ministre de l'Action sociale, il est nécessaire de rationaliser la prise de décision afin de rendre plus efficace la gestion des ressources. L'objectif donc du programme est de nous aider à accélérer la réalisation des résultats prioritaires du ministère, en ligne avec les politiques et stratégies sectorielles et la SCAP. Cet objectif global vise à mieux satisfaire les besoins de nos groupes prioritaires. Au sortir de cette rencontre de Tchévier, une feuille de route sera établie pour la mise en place d'un mécanisme national de suivi et évaluation de la politique du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Bientôt la rentrée, les écoles publiques partagent l'environnement scolaire avec les établissements privés. Ceux-ci sont conditionnés par des normes fixées par l'État pour assurer une éducation de qualité aux apprenants. Enquête, Adolphe Paca. Nous sommes dans la zone périphérique nord-ouest de Lomé. À chaque 2 km en moyenne, on y trouve une école. Un phénomène de prolifération des écoles privées laïques a apparu il y a quelques décennies. Bien parti pour servir et combler le besoin en la matière, ces écoles qui poussent comme des champignons constituent aujourd'hui un véritable souci pour les autorités du monde scolaire. Nous avons des soucis dans la mesure où beaucoup n'ont pas respecté ou ne respectent pas les dispositions réglementaires qui régissent justement la création de l'école. Nous disons que tout candidat à la création d'un établissement scolaire privé laïque est tenu de retirer un dossier d'information auprès de la direction régionale ou de la localité où il se trouve, pour pouvoir, où il veut aussi implanter son établissement. Comme Toutes nos excuses pour cette interruption. Veuillez nous en excuser. Alors, la rentrée s'annonce sur une note préventive particulière. La vigilance à observer au niveau de l'hygiène pour maintenir la garde contre le virus Ebola. Les ministres des enseignements primaires, secondaires et techniques en ont discuté avec leurs différents collaborateurs. C'est un reportage de Ramdan Bassina. Voilà, nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur ce reportage. Et puis, la 351e édition de EPEP, c'était hier à Gbachomé, le sanctuaire des Gains. La pierre sacrée cette année est blanche, synonyme de paix, de bonheur et de bonne récolte, avec néanmoins certains interdits et des msusupo. Après plus de 3 heures d'attente dans le sanctuaire des 41 divinités du peuple Gain, la pierre sacrée apparaît enfin. Elle est de couleur blanche. Sous la houlette des gardiens du trône, des chefs traditionnels, des prêtres et prêtresses des divinités, tout le peuple Gain rend grâce à Dieu pour l'abondance des récoltes et l'unité retrouvée. Il rentre ainsi dans une nouvelle année EPEP. Ici, jeunes et adultes prêtent une oreille attentive au message que véhicule la pierre sacrée. Les conduites à tenir pour bien démarrer et finir en beauté l'année nouvelle. À tout le peuple Gain, il est demandé de toujours bien prendre soin des domestiques et faire en sorte que les enfants ne s'approchent pas trop des puits d'eau. EPEP 2014 ouvre donc la voie à une nouvelle vie chez les Gains et pour la circonstance, le roi a transmis à son peuple un message particulier. Il y a eu l'insigne honneur de représenter Sa Majesté, le Fiogan Sérek Betfoli Bébé. Il a deux messages très importants. Il a maintenant le problème de virus Ebola. Donc, il a remercié le gouvernement pour les efforts
qui sont entrepris pour empêcher pour que cette pandémie n'entre pas dans notre pays et a demandé à toute la population d'observer les recommandations du gouvernement et des structures sanitaires. Et le deuxième message, c'est que quelques mois nous séparent de la prochaine échéance qui doit élire le nouveau président. Donc il a demandé à tout le monde d'être patient, d'être tolérant et que la paix puisse régner. Fier de voir ici un peuple uni et résolument engagé à valoriser sa culture et sa tradition ancestrale, le ministre Anate Kouméalo, représentant le président de la République, a souhaité le meilleur au gain pour l'année nouvelle. Aujourd'hui, à travers cette manifestation, vous exprimez votre attachement à une tradition forte qui définit l'âme du peuple gain d'une part et d'autre part qui sert de moteur à votre cheminement individuel et collectif. Cet ensemble de rites, de danses, de tam-tams et tambours sacrés, de parures et autres signes distinctifs manifeste votre volonté de célébrer dans l'harmonie et dans la communion votre vivre ensemble. C'est donc un événement d'une grande valeur culturelle et d'une haute portée spirituelle que vous avez le devoir de toujours entretenir, de conserver, de diffuser et de transmettre aux générations futures. Pessoso, où la prise de la pierre sacrée a lieu toujours un jeudi et véhicule un ou des messages selon sa couleur. Et on ne la verra qu'à la 13e lune prochaine. Mais dès samedi va démarrer Yakaokin, où le partage des repas. La Poste, acteur de développement socio-économique du Togo, c'est le thème de l'émission Au cœur de la nation de ce soir avec Franck Missité et ses invités. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Toutes nos excuses pour les imperfections. Le Togo dans la perspective de la présidentielle de 2015. Les 9 membres de la Cour constitutionnelle ont prêté serment ce vendredi devant le président de la République. Plus de 2600 morts, c'est le bilan établi par l'OMS à propos des ravages du virus Ebola en Afrique de l'Ouest. L'ONU va dépêcher une mission spéciale dans les pays contaminés afin d'endiguer l'avancée de l'épidémie. La pierre sacrée chez les Guins est blanche cette année, symbole de paix et d'une moisson abondante.